Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette 5e et dernière soirée du Colloque Wright 2018, dont c'est la 18e édition, le colloque en l'occurrence. C'est assez fantastique, je dois dire, de voir un auditoire aussi bondé. Je pense qu'on est même en train d'ouvrir la deuxième salle derrière, un vendredi soir, pour une thématique somme toute assez ardue. Et ça fait d'autant plus plaisir de voir beaucoup de têtes très jeunes au premier rang. J'espère qu'elles prendront la chance qu'il leur est donnée de poser des questions. Ce soir, vous savez qu'on accueille peut-être l'un des plus distingués des orateurs de ce colloque Wright, puisqu'il a reçu de très nombreuses distinctions, notamment l'an dernier le Breakthrough Prize, qui n'est pas encore aussi peut-être fameux que le prix Nobel, mais qui est en tout cas plus richement doté. Donc ça fait de ce prix un prix aussi très très important. Quelqu'un va nous présenter l'orateur de ce soir tout à l'heure. Mais lui aussi va nous emmener sur les chemins de la gravité. Vous savez que la gravitation est justement la thématique de cette semaine. Pour conclure cette semaine, justement, il va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu cette semaine et il va aller un petit peu plus loin et évoquer ce fameux mariage entre la gravité, la relativité générale chez Einstein et justement la physique quantique, la mécanique quantique, des thèmes les plus importants de la physique qu'on essaie de marier, et un mariage donc, qui constitue l'un des Graals, le Graal de la physique contemporaine. Je m'arrête là pour la présentation scientifique, plus vous en sera dit juste après moi. Les consignes d'usage, vous les connaissez maintenant, ou pour ceux qui viennent pour la première fois au colloque cette semaine, merci de ne pas éteindre votre portable, simplement vraiment de le mettre sur mode silencieux. Il y a encore malheureusement chaque soir 2-3 sonneries qui peuvent déranger. Donc mettez-le bien sur le mode silencieux et utilisez-le. Utilisez Twitter en particulier parce que Twitter est un vecteur pour poser des questions. Vous avez le hashtag ici, Colloque Wright. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en français ou en anglais sur Twitter et elles seront relayées sur la scène lors de la partie questions-réponses qui suivra la conférence. Voilà. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je donne maintenant la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, pour quelques mots d'introduction. Bonsoir. Après avoir passé une semaine à écouter une série de conférences sur la gravitation, cette force qui nous est si familière, qui nous fait lutter contre les montées à vélo, d'aucuns penseraient, et avec quelques raisons, que nous devrions avoir pu donner des réponses à un peu toutes les questions que l'on pourrait se poser à son sujet. Loin s'en faut pourtant, vous l'aurez constaté. Ce soir, c'est à nouveau une question plutôt qu'une réponse qui sera abordée. La gravitation fut développée, très normalement pour son époque, comme une théorie classique, c'est-à-dire une théorie qui n'est pas quantifiée, qui n'est pas quantique, pas une théorie de champ dans ce sens-là. Or, alors que toutes les autres forces de la nature ont depuis fait l'objet d'une description quantique cohérente, tous les efforts dans ce sens sont pour l'heure restés pour le moins insatisfaisants dans le cas de la gravitation. Mais ce n'est pas parce que les réponses nous échappent qu'il ne faut pas éclairer la question. Ce d'autant plus si la question est clairement posée, et ce depuis plusieurs décennies, et si des éléments de réponse existent, ce qui est le cas lorsque l'on considère les aspects quantiques de la gravitation. La Fondation Wright est très heureuse que Andrew Strominger ait accepté le défi de présenter ce chapitre ce soir au public intéressé, nombreux, de Genève. Voilà, vous le savez certainement, c'est une tradition qu'un professeur ou un scientifique de l'Université de Genève présente l'orateur de ce soir. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Marcos Marin. So it's really a great honor for me to...
Donc, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter Andrew Strominger. Andrew Strominger est un érudit distingué. Il est professeur à l'Université de Harvard. Il est également directeur du Centre des lois fondamentales de la nature, comme on l'a déjà entendu dire. Il s'est vu décerner de nombreux prix, la médaille Rack, le prix Hahnemann et le prix Breakthrough. C'est vraiment un scientifique hors pair. Sa recherche couvre toutes sortes de domaines. Par exemple, Andy s'est intéressé à la physique mathématique et cela a eu un effet non négligeable sur la géométrie moderne. Mais le fil rouge de toute son œuvre, c'est la gravité. C'est la raison pour laquelle il est là ce soir et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour l'écouter. Andy, comme les orateurs nous l'ont déjà dit, s'est intéressé à l'un des problèmes les plus importants de la science moderne, à savoir comment présenter de façon cohérente deux piliers modernes de la physique, à savoir la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique par ailleurs. Et dans une présentation qu'il avait faite il y a quelques années de cela en Chine, il avait posé ce problème de façon très imagée. Il disait la chose suivante. Les étudiants de physique font des cours de mathématiques quantiques et de physique de relativité générale et ces cours sont incompatibles, il faut régler ce problème. Donc il s'est attaqué à ce problème en faisant preuve de beaucoup d'imagination et d'énergie. Il a utilisé tous les outils, tous les instruments dont les physiciens disposent et il s'est attaqué à ce problème et cela lui a bien réussi. Par exemple, le résultat d'une de ses recherches avec Karen Buffer, c'est qu'il est arrivé à faire une description de l'entropie des trous noirs. Ça a été la première fois que quelqu'un a pu expliquer la nature quantique d'un trou noir. Ensuite, il a fait des descriptions quantiques de beaucoup d'espèces de trous noirs, y compris des trous noirs qui sont observables. Donc, les conséquences des théories d'Andy ont pu être mesurées et le seront aussi à l'avenir. Donc, Andy nous a donné des indications sur les problèmes les plus compliqués de la physique. Est-ce que ce sont des phénomènes compatibles avec la mécanique quantique? Il va certainement nous en parler. C'est un problème qu'il a étudié avec Stephen Hawking et beaucoup de ses derniers travaux ont été réalisés en collaboration avec Andy. Enfin et surtout, je dois vous dire qu'Andrew est un homme extraordinaire. C'est un véritable homme de la Renaissance. Il s'intéresse à tous aspects de la vie et de la science. Et pour moi, ça a été un grand honneur de travailler avec lui et de le compter parmi mes amis. Vous avez la parole, Andy. Well, I've also been honored. Eh bien, pour moi aussi, c'est un honneur d'être ton ami, Marcus, depuis de nombreuses années. C'est un honneur également pour moi d'être ici ce soir, participer à ce colloque Wright. C'est un plaisir également pour moi. Donc ce soir, je vais vous parler de certaines choses que nous ne comprenons pas, mais ce qui est encore plus important, enfin des choses que nous comprenons, pardon, et nous allons surtout parler de choses que nous ne comprenons pas. Alors, je vous ferai une présentation en plusieurs parties. Donc, je vais commencer par vous parler de façon relativement générale de ce qu'on entend par essayer de comprendre la nature de façon fondamentale. Ensuite, je vais passer à ce que je considère comme étant essentiel dans notre incompréhension de la nature, à savoir les trous noirs et la gravité. Donc, cette colloque Wright de cette année est consacré à essayer de comprendre les extrémités, les bords de ce que nous comprenons pour ensuite aller vers autre chose que nous ne comprenons pas encore
Et ça, c'est le paradoxe de l'information du trou noir d'Hawking. Et je vais parler de la théorie des cordes en troisième lieu. Et à la fin de la présentation, j'aborderai ce qu'a dit Marcus à la fin de son intervention, comment nous allons travailler à l'avenir et quels seront les objets de notre recherche à l'avenir. Alors, pour comprendre les lois fondamentales de la nature, c'est une recherche qui se fait depuis un certain nombre de centaines d'années. Je vais vous parler des bords, des extrémités, de ce que nous comprenons aujourd'hui, et cela coïncide avec les bords de l'univers, les bords des trous noirs, les choses qui sont tellement éloignées qu'il nous est difficile de les voir aux extrémités de notre univers. Alors, je vais commencer par vous dire que si vous commencez à réfléchir à la question, c'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte, finalement, tout ce que l'on comprend de l'univers qui nous entoure. Par exemple, on comprend que les pâtes que j'ai mangées au déjeuner ont été métabolisées. Ça m'a donné l'énergie suffisante pour être là devant vous et vous parler. On sait que l'on peut viser une fusée pour aller sur Mars. On peut prédire qu'elle va y arriver après avoir tourner en orbite. On sait exactement à quel moment elle va arriver. Hier soir, on a entendu dire comment, avec la collaboration LIGO, on arrive à mesurer la distance entre deux miroirs à 4 km de distance, à une fraction, avec une précision de la fraction d'un proton. C'est quand même extraordinaire. On comprend beaucoup de choses dans beaucoup de détails. Et en même temps, il y a des vastes domaines que nous ne comprenons pas. Un enfant de 3 ans peut vous poser des questions genre « Comment a commencé l'univers ?» Moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Il y a toutes sortes de choses concernant notre univers qui nous sont incompréhensibles, qui nous sont inconnues. On ne sait tout simplement pas. Donc, on se trouve dans une situation plutôt passionnante. Et quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, eh bien, notre ami est incompréhensible, est une contradiction. Et donc, il y a une centaine d'années, Einstein s'est demandé que se passerait-il si je tenais un miroir devant mes visages, je regarde l'image et je continue à courir de plus en plus vite jusqu'à ce que je dépasse la vitesse de la lumière. Il y avait une théorie pour prédire cela, la théorie du mouvement de Galilée et de Newton, et les autres, c'était les équations de Maxwell, et les réponses étaient contradictoires. Donc, selon une théorie, l'image allait disparaître parce que la lumière ne pouvait pas y arriver et revenir. Et si l'autre théorie postulait que l'image resterait la même. Donc, ça, c'était une construction des lois de physique telles qu'on les comprenait en 1905. À résoudre cette contradiction, et peu importe ce qui se passe quand on tient un miroir devant son visage et que l'on court plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'était vraiment une contradiction, ce n'était pas un point technique. La solution de cette contradiction nous a permis de réorganiser la façon dont nous concevons le temps et l'espace. Selon la théorie d'Einstein de la relativité, l'espace et le temps sont la même chose et peuvent en fait fusionner et devenir un. Et on peut dire également que rien ne peut se déplacer plus rapidement que la lumière. Et ce n'est pas un incident isolé dans l'histoire de la physique. Chaque progrès important réalisé dans le monde de la physique, je ne vais pas parcourir toutes ces résultats extraordinaires à l'écran, mais chaque découverte révolutionnaire, chaque évolution de ce genre contredisait des sommes de connaissances, par exemple l'électromagnétisme et les lois de la thermodynamique, parce que si vous avez un champ continu comme le champ électromagnétique,
on ne peut pas le compter parce que on doit pouvoir compter, et puis c'est un champ qui ne cesse d'évoluer, donc on ne peut pas compter les différentes configurations. Et la solution nous a donné la mécanique quantique. Et c'est cela l'origine de la théorie de la mécanique quantique en 1925. Donc il y a eu beaucoup d'incidents de ce genre, de découvertes de ce genre, et il y a des scientifiques qui se plaignent, ils aiment bien se plaindre, mais à l'heure actuelle, je crois que vraiment on vit une époque bénie, puisque dans quelques décennies ou des siècles, les gens se rappelleront cette époque en se disant « Ah, si j'avais été physicien à l'époque ». Parce que maintenant, nous avons ces deux sommes de connaissances, la théorie du champ quantique et la relativité générale, qui sont des résumés de toutes les sommes de connaissances précédentes, et elles se contredisent à bien des égards, et je vais vous expliquer cela. Donc, quelquefois, cela suscite de la frustration. Cette contradiction existe d'une façon ou d'une autre depuis 50 ans. En tout cas, on l'aperçoit comme telle, mais on va y arriver avec le temps. Donc, je vais vous expliquer les deux théories, et quand vous les aurez comprises, vous verrez, ça vous passionnera. Alors, ces deux théories, finalement. Donc, je vais vous faire un transparent sur la relativité générale. En général, je passe beaucoup de temps à enseigner cela, et la même chose s'applique à la mécanique quantique. Et je vais aussi vous expliquer ça en intransparent. Donc, il ne faut pas montrer ça à des experts. Alors, Einstein nous a expliqué que l'espace est courbé. Si vous avez quelque chose qui se déplace de façon linéaire dans un espace courbé comme le Soleil qui tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil, on a l'impression que c'est un mouvement circulaire. Et si vous calculez les mathématiques, comme l'a fait Einstein, cette hypothèse simple, c'est que l'espace est courbé avec une équation qui explique cette courbure. Eh bien, cela élimine le besoin d'avoir une force séparée de gravité. Simplement, l'espace est courbé et tout se déplace de façon linéaire dans un espace courbé. Alors, la mécanique quantique, le principe d'incertitude de la mécanique quantique nous dit que la position et la vélocité ne peuvent pas être observés de façon instantanée. Ce n'est que grâce à des combinaisons qu'on arrive à y parvenir. Et les positions et les vélocités, si vous essayez de les considérer séparément, sont légèrement incertaines. Même si vous ne bougez pas sur cette scène, le principe de mécanique quantique me dit que ma position doit être soumise à une toute petite incertitude. Et pour les petites choses, c'est un peu plus important comme incertitude, mais pour les grandes choses, c'est une toute petite incertitude. Donc ça, c'était la relativité générale. Et ensuite, nous allons voir la gravité quantique, et on va regrouper tout cela. Donc, en mécanique quantique, vous avez l'espace, et ce n'est pas possible de dire où je me trouve exactement en mécanique quantique, et en relativité générale, ce n'est pas possible de dire où se trouve l'espace. Donc, si vous êtes perdu, si la confusion règne dans votre esprit, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose pour tout le monde. Personne n'a compris comment comprendre ce que ça veut dire d'avoir un espace-temps qui soit soumis à un principe d'incertitude. Mais il faut comprendre cela parce que nous savons que la mécanique quantique fait partie de notre monde, et nous savons que la théorie d'Einstein de la relativité générale fait partie de notre monde.
Et avant l'avènement de la mécanique quantique et la relativité générale, l'espace, c'était le tableau noir sur lequel on écrivait toutes les lois de physique. Et maintenant, le tableau noir rentre dans le jeu et ça devient un peu plus vague et on ne sait pas très bien ce qu'il convient de faire. On a l'impression que le plancher s'est dérobé sous nos pieds. Donc, ça, c'est une façon plutôt abstraite d'expliquer ce problème, mais cette abstraction donne lieu à des problèmes mathématiques que vous pouvez mettre sur papier et essayer de résoudre. Donc, il y a la machine, la théorie du champ quantique pour toutes les forces sauf la gravité, a fait un travail absolument remarquable lorsqu'il s'est agi de faire en sorte que les forces classiques soient compatibles avec la physique quantique. C'est la théorie du champ quantique et moi je dirais que ça a été la théorie du champ quantique a été l'occupation principale des physiciens fondamentaux depuis un siècle. Il y a eu beaucoup de prix Nobel qui ont été décernés pour résoudre des toutes petites parties de ce problème. Ça fait l'objet de confirmations spectaculaires. Elle a été vérifiée maintes et maintes fois jusqu'à 16 chiffres après la virgule. Et malgré cette réussite spectaculaire avec toutes les forces, les petites, les fortes et les électromagnétiques, quand vous essayez d'utiliser la même méthodologie sur la gravité, eh bien, ça devient un non-sens. Et ce problème remonte à plus de 50 ans. On avait déjà constaté ce problème dans les années 50, c'est-à-dire que toute méthode standard pour essayer de lier la mécanique quantique à la relativité générale échouerait. Mais c'était un échec plutôt technique. Alors, au cours des dernières décennies, il y a eu un changement de la théorie du champ quantique qui s'appelle la théorie des cordes, qui nous permet de les réconcilier de façon harmonieuse, mais on ne sait pas si cet attachement des cordes à la théorie du champ quantique a été décidé par la nature ou pas. Alors ça reste un problème. Et comme l'a dit Marco dans son introduction, les lois de la physique, telles que nous les connaissons, telles que nous les enseignons, à Harvard, par exemple, ne sont pas mutuellement cohérentes. Alors, il y a une autre forme plus physique de ce clash entre la mécanique quantique et la relativité générale, et ça a été expliqué par Stephen Hawking dans une de ses œuvres les plus connues au début des années 70. Que se passe-t-il lorsque la mécanique quantique rencontre un trou noir? C'est quand même quelque chose de prodigieux qui se produit à ce moment-là. Mais d'abord, je dois vous expliquer ce qu'est un trou noir. Donc, si vous vous trouvez sur la Lune et vous pouvez sauter assez rapidement, assez loin, de façon à ce que vous atteigniez les 2 km par heure. Vous pouvez vous échapper à la force d'attraction de la Lune et vous promener dans l'espace. Donc, c'est 2 km par seconde, ce n'était pas 2 km par heure. Sur la Terre, c'est beaucoup plus important parce que la Terre est beaucoup plus grande et il faut atteindre les 11 km par seconde pour pouvoir échapper à la force d'attraction terrestre. Alors, si vous avez un objet assez important, la vélocité d'échappement peut atteindre la vitesse de la lumière. Et si vous avez un objet qui a une telle masse, la lumière ne peut pas en sortir. Et puisqu'il n'y a rien qui ne dépasse la vélocité de la lumière, il n'y a rien qui ne puisse sortir de ce trou noir. Donc le trou noir est une région de l'espace-temps dans laquelle la force de gravité est devenue telle, si forte, que rien ne peut en sortir, même pas la lumière.
Alors ça paraît bizarre, étrange, mais il y en a des millions de ces trous noirs. Si vous sortez, regardez le ciel, vous verrez des millions, des milliards de trous noirs qui sont en train de traverser nos galaxies. Donc ces objets bizarres, il y en a partout et on ne sait pas à quoi ils servent ni ce qu'ils font. Alors, les trous noirs ont quand même des histoires assez extraordinaires. Einstein a écrit ces équations en 1915. Elles étaient tellement compliquées qu'il avait prédit à l'époque, enfin, c'est peut-être une histoire apocryphe, que personne n'allait trouver la solution parfaite à ces équations. Quelques mois après, Schwarzschild, qui était combattant sur le front allemand pendant la Première Guerre mondiale, a trouvé la solution exacte qui décrivait les trous noirs et malheureusement est décédé quelques mois après cette découverte sur le front. Mais en physique, quand on a résolu l'équation, le travail est terminé. Là, c'est le contraire qui se produit. On a découvert cette solution il y a plus d'une centaine d'années et les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que cela signifiait. Et les gens disent des choses très bizarres à ce sujet. Même Einstein lui-même qui a écrit un article en 1939 disant que les trous noirs, ça n'existait tout simplement pas. Et la raison qu'il a évoquée était complètement loufoque et n'était pas digne de l'étudiant de première année en physique. Donc même les gens les plus intelligents de l'époque ne parvenaient tout simplement pas à comprendre ce que cette solution voulait dire. Et il a fallu que les physiciens théoriciens travaillent pendant 60 ans d'arrache-pied pour comprendre ce qu'était véritablement un trou noir. Les trous noirs étaient si bizarres que certains continuent à penser qu'ils n'existaient pas. Or, désormais, nous savons qu'il y en a un petit peu partout. La description d'un trou noir qui vient de la solution apportée par Schwarzschild à l'équation d'Einstein est la suivante. C'est un trou vide dans l'espace. Et quand je veux dire vide, je veux dire vide. Parce que ici, ça n'est pas vide, il y a de l'air. Lorsque vous êtes dans l'espace extra-atmosphérique, il n'y a pas d'air, mais il y a du vide quand même. Or, le trou noir est un endroit où l'espace-temps disparaît. Il n'y a rien. Il y a tellement rien que c'est difficile de l'exprimer et d'y penser. De l'extérieur, tous les trous noirs se ressemblent. Ils ne portent pas des vêtements différents. La matière s'effondre, tombe dans un trou, et ce trou ne présente pas de caractéristiques distinctives. Ou du moins, c'est ce que l'on pense. Le célèbre physicien John Wheeler a dit « Les trous noirs n'ont pas de cheveux », ce qui signifie que tous les trous noirs se ressemblent, ce sont des trous vides. On peut les caractériser non pas seulement par la taille du trou, mais aussi par son spin. Tout ceci, c'était avant l'arrivée de Stephen Hawking et avant le moment où le trou noir a rencontré ce qui allait le détruire, la mécanique quantique. Stephen Hawking, lui, a démontré qu'en raison du principe d'incertitude, les trous noirs ne sont pas exactement noirs. Les processus quantiques leur permettent d'émettre peu à peu de la lumière et après une durée extraordinairement longue, ils émettent toute leur énergie, dissipent leur énergie et disparaissent. Et ils dissipent cette énergie à une température fixe. Cette température, appelée la température de Hawking,
Stephen l'a fait inscrire sur sa pierre tombale à Westminster Abbey. Moi, je pense que c'est l'une des équations les plus importantes du XXe siècle en physique. Ça prend la forme de ce que l'on appelle la loi de la thermodynamique. C'est une équation qui vous dit que la température dépend de la masse du trou noir. La thermodynamique, c'était le domaine d'activité principal des physiciens au XIXe siècle. Ils prenaient des récipients d'eau, calculaient le temps qu'il fallait pour les chauffer, combien de temps il fallait pour qu'ils se refroidissent, mettre des objets en contact avec cette eau, de quelle manière les températures, les pressions, les volumes, etc. évoluaient au fil du temps. Et c'était un sujet considérable, un domaine d'activité considérable et qui existe toujours et qui a abouti à l'élaboration de toutes les lois de la thermodynamique. Et puis, un des moments les plus magiques de l'histoire de la réflexion scientifique est arrivé au XIXe siècle avec Boltzmann, qui a montré que toutes ces réflexions sur le temps qu'il faut pour que l'eau gèle, pour que l'eau s'évapore, etc., et tout ce genre de choses pouvaient s'expliquer par une hypothèse considérée à l'époque comme scandaleuse, à savoir que l'eau était fabriquée de constituants fondamentaux, c'est-à-dire des molécules, que l'eau n'était rien d'autre qu'un ensemble de molécules et qu'il était possible d'expliquer toutes ces formes de comportement en utilisant des statistiques. Il est beaucoup plus probable de trouver toutes les molécules réparties de façon égale dans un récipient que de les retrouver dans un coin du récipient. Alors évidemment, ça nécessite des statistiques assez poussées, mais en fin de compte, toutes les lois de la thermodynamique ont pu être expliquées à l'aide de raisonnements probabilistiques, mathématiques et statistiques appliqués à des grandes quantités de molécules, à toutes ces grandes quantités de molécules qui composent de l'eau. Nous savons aujourd'hui que ça n'était pas une théorie scandaleuse parce qu'on a vu on voit désormais les molécules. Tout ce que l'on sait sur le comportement des matériaux peut être expliqué en rapportant ces comportements aux molécules qui les constituent. Il y a ce que l'on appelle l'entropie. C'est la même chose que l'information, en fait. Pensez en termes de gigaoctets, un terme que nous connaissons aujourd'hui. Les gigaoctets dans vos téléphones portables, combien de configurations y a-t-il de transistors, etc., pour fabriquer et faire fonctionner votre téléphone portable? L'entropie, c'est en quelque sorte l'ingrédient central de toute cette approche et la mesure de la complexité du système. Avec quelques lignes d'algèbre seulement, la formule de Hawking permettant de calculer la dissipation des radiations dans les trous noirs peuvent servir pour déterminer la quantité d'informations que l'on peut stocker dans un trou noir, les gigaoctets d'informations que l'on peut stocker dans un trou noir. Et il y a une formule très connue, la loi d'entropie de Bekenstein-Hawking, qui dit, enfin, ce n'est pas une formule d'une discipline particulière de la physique, c'est une formule qui rejoint bon nombre de disciplines de la physique. Elle implique l'entropie, c'est-à-dire la théorie de l'information et de la mécanique statistique, la surface, c'est-à-dire l'extérieur, l'horizon du trou noir, donc la relativité générale, la constante de Newton, la mécanique quantique. Donc c'est une formule tout à fait synthétique. Je n'ai jamais entendu
quiconque remettre en cause les arguments de Hawking pour élaborer cette formule. Et pourtant, il repose sur peu de choses. Même si ça a déjà été mesuré, ça s'éloigne à maints égards des expériences que l'on pourrait faire pour mesurer la validité de cette équation. Personne n'a encore remis en cause cette équation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais il se trouve que la simplicité de cette équation est telle que tout le monde en reste bouche bée. Alors, la quantité d'informations qui peut se trouver dans un trou noir est gigantesque. Si vous preniez toutes les informations dans Google, vous pourriez le mettre dans un trou noir d'une taille d'un trillion de nanomètres. Voilà qui vous montre à quel point les trous noirs sont très capables de stocker beaucoup d'informations. Il y a aussi la loi de Moore. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi qui dit que tous les 3 ans, si vous prenez une puce d'ordinateur qui mesure 1 millimètre de diamètre, tous les 3 ans, la technologie s'améliorera au point que vous serez en mesure de doubler la quantité d'informations que vous pourrez stocker sur cette puce sans augmenter sa taille. Cette loi de Moore a été observée et semble tout à fait valable. Mais si on continue à l'appliquer pendant 300 ans, si ça double tous les 3 ans pendant 300 ans, on arrivera à ce qu'on appelle la limite du trou noir. À cet endroit-là, tous nos ordinateurs devront être fabriqués en trou noir. Et on ne pourra pas s'améliorer. Parce que c'est une loi fondamentale de la nature qui veut que personne ne peut faire mieux qu'un trou noir. C'est dans un trou noir que l'on peut mettre le maximum d'informations. Et rapidement, vous arrivez à une contradiction mathématique si vous supposez qu'il puisse exister un ordinateur capable de stocker des informations en nombre plus grand que ce que peut faire un trou noir dans une même région de l'espace-temps. Alors, si vous avez suivi avec attention mon exposé, vous avez peut-être constaté que je vous ai dit 2 choses qui étaient en réalité totalement contradictoires. D'une part, je vous ai dit que les trous noirs sont extrêmement complexes sur la base du travail de Hawking, que ce sont des objets d'une complexité énorme qui stockent des quantités gigantesques d'informations. Et l'autre chose que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a rien, que ce sont des trous vides. Et qui plus est, qu'il n'y a rien à leurs frontières, à leurs limites. Donc comment serait-il possible d'y stocker des informations? C'est comme si quelqu'un vous donnait un téléphone portable, que vous commenciez à y mettre des photos de 4 gigaoctets chaque, que vous mettiez 16 photos, et que vous disiez « Ah, mon téléphone peut stocker 64 gigaoctets ». Puis ensuite que vous essayez de l'ouvrir, et puis que vous constatiez qu'il n'y a rien dedans. En fait, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu, ou nous n'avions pas encore tous les outils mathématiques ni expérimentaux requis pour voir ce qui se cache effectivement à l'intérieur d'un trou noir. Hawking a déduit, un petit peu comme la personne qui essaye de déterminer combien il peut y avoir de gigaoctets stockés dans son téléphone portable en mettant des photos dedans, Hawking a déduit indirectement la capacité possible d'information dans un trou noir, mais il ne nous a absolument rien dit sur la manière dont cette information pourrait être stockée, et encore moins sur la manière de la ressortir. Donc, ce problème existe depuis 25 ans. Beaucoup de personnes ont prétendu, y compris Hawking lui-même, que l'information n'était
pas stockée dans le trou noir, qu'elle disparaissait, qu'elle était détruite dans notre univers. Mais c'est devenu, en fin de compte, un point de vue peu acceptable. Ça peut éventuellement rester vrai, nous n'avons pas de preuve du contraire, mais ça semble assez difficile à avaler, une théorie dans laquelle l'information peut se détruire, parce que ça équivaut à dire que pratiquement on ne peut pas faire confiance aux lois de la physique. Or, les physiciens, ils veulent s'en tenir à des lois, et donc ils ne peuvent pas vivre sans. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la théorie des cordes. Et la théorie des cordes nous apporte beaucoup d'autres outils. Je ne vais pas trop vous en parler de cette théorie. Je donne parfois des conférences là-dessus, mais pas ce soir, parce que je n'ai que 45 minutes. C'est une théorie qui rassemble constamment l'entropie, la relativité générale et la mécanique quantique. On ne sait pas si elle est en rapport avec le monde réel, mais on sait que c'est une théorie qui permet d'étudier les trous noirs et la mécanique quantique. Et c'est une théorie qui est très précise, qui comporte beaucoup d'équations, beaucoup d'outils que l'on peut utiliser. Ils ne sont pas disponibles pour décrire les trous noirs dans notre propre univers, parce que dans notre propre univers, il y a trop de choses que nous ne savons pas encore. Nous ne savons pas ce qui va venir après le boson de Higgs. Nous ne savons pas ce qui compose en réalité notre univers. Or, dans la théorie des cordes, nous avons des descriptions assez complètes. Donc, nous avons réussi à utiliser la théorie des cordes, et ce que nous avons découvert dans la théorie des cordes, c'est que l'information était bel et bien stockée, qu'il y avait en quelque sorte un hologramme qui vit à l'extérieur du trou noir, et que cet hologramme emmagasine toutes les informations. Et il y a une autre description possible du trou noir qui est complète. Si je prends mon verre d'eau ici, je peux le décrire comme étant à moitié vide ou à moitié plein. C'est évident pour tout le monde que ce sont là deux descriptions équivalentes de la même chose. En mathématiques et en physique, il y a souvent des descriptions équivalentes que l'on ne comprend qu'au bout de très très longtemps, ou dont on ne comprend qu'au bout de très longtemps que ce sont des équivalents. Alors maintenant, j'en profite pour rendre mon verre un peu moins plein. La description du trou noir comme étant vide et la description du trou noir comme étant plein de toute une série de choses sont des descriptions qui émanent de points de vue différents. Et nous avons pu montrer de façon explicite que si on travaille soigneusement, on aboutit exactement à la même réponse, quel que soit le point de vue dont on était parti. Je le dis maintenant parce qu'on y reviendra plus tard. Quelque chose de très important, c'est qu'il y a une extrasymétrie qui est impliquée. Les physiciens adorent la symétrie, parce qu'avec la symétrie, ils peuvent calculer beaucoup de choses qu'ils ne pourraient pas calculer autrement, en utilisant précisément le principe de symétrie. Il y avait la symétrie conforme, je ne vous explique pas exactement de ce que c'est, et on l'a utilisé comme un outil pour calculer ce qui se trouve à l'intérieur d'un trou noir. On a découvert que le trou noir présentait cette symétrie et on a utilisé l'outil en question pour décrire ce qui se trouvait à l'intérieur. C'est un progrès, mais nous ne nous contentons pas de comprendre de quelle manière la théorie des cordes explique le stockage d'informations. Nous voulons aussi regarder dans le ciel et faire en sorte que cela s'applique à ce que Gabriel a vu, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Nous voulons dépasser la théorie des cordes et comprendre les véritables trous noirs dans le véritable monde. Néanmoins, il est peut-être possible que certaines des astuces utilisées par la théorie des cordes, en particulier cette symétrie conforme, pourraient se rencontrer et avoir un effet dans le monde réel. En fait,
Nous avons même réalisé quelques progrès assez encourageants, mais qui ne sont pas encore totalement concluants dans cette direction. La première chose que nous avons commencé à étudier, c'est ce qu'on appelle les trous noirs Kerr extrêmes. Comme je l'ai dit, les trous noirs sont caractérisés par leur masse, mais aussi par leur spin, leur rotation. Ce qui a été monté en 1953, 50 ans après Schwarzschild, c'est que quelqu'un a trouvé, Roy Kerr, a trouvé une solution à la rotation des trous noirs. Et il a constaté qu'il ne pouvait pas tourner aussi rapidement qu'il le souhaitait. Un trou noir ne peut connaître cette rotation que si son horizon va à la vitesse de la lumière. Il ne peut pas aller plus vite que cela. Lorsque les trous noirs tourne avec un horizon à la vitesse de la lumière, ça semble compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que cela. Parce que c'est très difficile que des objets tournent à la vitesse de la lumière, et il y a très peu de possibilités qui peuvent expliquer cela. Les outils particuliers ont fait leur apparition pour expliquer et analyser ce phénomène. Mais non seulement cela, un nombre disproportionné de ces trous noirs ou de ces objets étaient observés dans le ciel pour certaines raisons que les astronomes ne s'expliquent pas. Les trous noirs aiment tourner très vite. Et les trous noirs à supermasse, 80% d'entre eux tournent à 10% à une différence de 10% de la vitesse de la lumière. Pour la plupart d'entre eux, leur spin n'a pas été mesuré, mais j'en dresse ici la liste. Quelques-uns arrive à pratiquement la vitesse de la lumière, moins 1% ou 10%. Voici une photo d'un trou noir. Si vous n'avez pas de détecteur d'ondes gravitationnelles, vous pouvez regarder simplement les émissions électromagnétiques. Il y a des objets compagnons qui alimentent la lumière, qui crée ce que l'on appelle cette accrétion qui tourne et finit par tomber à l'intérieur du trou noir qui se trouve ici au milieu. Pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas très clairement, bon nombre de ces trous noirs éjectent la matière qui n'est pas tombée à l'intérieur au même moment où le spin s'échappe vers l'horizon. Il y a un endroit intéressant pour nous. L'horizon du trou noir se trouve ici. C'est cela ce qui nous intéresse. C'est là où l'on trouve l'hologramme dans la théorie des cordes. J'ai été tout à fait frappé en regardant les simulations de Gabriela hier, de constater qu'elle avait deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre, beaucoup de choses complexes se produisaient, puis tout d'un coup ils fusionnaient, et au moment de leur fusion, tout devenait simple. Le moment de cette fusion au point d'horizon, c'est précisément ce qui intéresse énormément les physiciens théoriciens. J'ai ici une animation. Où on transforme les ondes électromagnétiques en son. Et on se rapproche du centre du trou noir, ce que l'on essaye de comprendre, parce que c'est là où l'information est probablement stockée, c'est ce qui se passe juste au bord du trou noir. Au bord extrême de ce trou noir, nous avons montré que les équations d'Einstein en tant que telles, lorsque le trou noir atteint la vitesse de la lumière, ces équations par elles-mêmes impliquent l'émergence de ces symétries conformelles qui permettent donc de faire toutes sortes de calculs qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et nous avons bel et bien trouvé, nous avons apporté des preuves du fait qu'il y a également un hologramme autour de ces trous noirs qui tournent très vite,
qui emmagasinent ces informations relatives à ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Les signaux d'observation, nous aimerions les connecter, si possible, avec des expériences. L'un des signaux d'observation du Kerr ou de la symétrie conformelle Kerr extrême, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le télescope d'horizon d'événements. On espère que les données correspondantes vont être publiées en janvier prochain. Et il s'avère que si vous prenez tous les radiotélescopes sur Terre, les meilleurs en tout cas, et que vous les synchronisez, vous pouvez réaliser un grand télescope, parce qu'il vous faut un grand télescope pour voir des choses très petites. Il y a deux grands trous noirs dans le ciel, à côté de Sagittaire, au centre de notre galaxie, et il occupe exactement le même angle et la même taille qu'une orange par rapport à la Lune. C'est très petit, et il est très difficile de pouvoir assurer la résolution d'une image aussi petite que cela. 50 fois plus, ça va, mais pas aussi petit. Ce télescope d'horizon d'événements, en connectant tous les meilleurs télescopes sur Terre, pourrait aboutir à produire des données qui, je l'espère, vont être publiées en janvier. On espère pouvoir obtenir 20 pixels sur cette étoile C Sagittaire, le trou noir de notre galaxie. Et puis il y a un autre trou noir encore plus intéressant d'après moi qui est au centre de la galaxie M87, qui est 1000 fois plus grand que l'étoile Sagittaire A, qui a 1 million de kilomètres de diamètre, l'autre a 1 milliard de kilomètres, mais c'est aussi 1000 ou 1 million de fois plus éloigné. Donc on va voir, on va observer ces deux trous noirs. On a déjà pris les images, on espère être en train de les traiter et d'en faire quelque chose. Nous sommes donc en train d'entrer dans une ère tout à fait nouvelle de la science. Les trous noirs vont devenir importants à bien des égards. Importants pour des gens tels que moi, puisqu'ils se trouvent au centre de tout ce que nous ne connaissons pas et comprenons pas du monde. Ce sont aussi des éléments qui deviennent importants pour les astronomes, car les astronomes n'ont cessé de réaliser des progrès considérables et de décrire le ciel avec une précision croissante. Et tout d'un coup, on en arrive à un seuil qui permet de voir dans le détail un trou noir dans le ciel. Donc, tout ceci est absolument fascinant. Voici une photo de... C'est dans un désert, le télescope ALMA, un des radiotélescopes qui va être utilisé pour voir l'étoile C87. Il y en a une douzaine d'autres, on va les synchroniser, et en les synchronisant, tout comme l'a expliqué Gabriela, le télescope d'horizon utilise 7 angles différents pour regarder les trous noirs. LIGO étudie les ondes gravitationnelles, mais je suis sûr que d'autres données électromagnétiques vont également aboutir à des résultats intéressants. Voici le rendu d'un artiste de ce trou noir, M87, avec un jet très important qui a déjà été vu. Donc, qu'est-ce que l'on s'attend à voir? Et c'est là qu'intervient la symétrie conformelle. On peut utiliser la symétrie conformelle pour prédire ce que les télescopes d'horizon d'événements vont détecter sur M87.
l'article en question a été soumis pour publication. Voici un tableau qui prédit ces lignes, parce que le télescope va non seulement voir la luminosité en fonction de la position du trou noir, mais va voir également la polarisation. Ce que j'ai dessiné ici, c'est l'image de la polarisation du trou noir. Donc nous espérons qu'on va pouvoir voir, observer précisément cela. Et même si ce n'est pas le cas, ce sera une expérience tout à fait passionnante. Alors ça, c'était pour les trous noirs qui tournent très vite. Ce sont ceux, parmi ceux que l'on voit, que nous comprenons le mieux. Mais nous voulons tous les comprendre. C'est en effet un peu bizarre de n'en comprendre que quelques-uns. Nous voulons comprendre les trous noirs en général. Et voilà le travail sur lequel j'ai planché avec Stephen Hawking et que j'ai continué avec d'autres collaborateurs ces 3 dernières années. Nous avons découvert qu'il y avait une toute petite erreur dans l'hypothèse de John Wheeler selon laquelle les trous noirs n'ont pas de cheveux. Ce n'était pas une erreur mathématique. Il y a un théorème mathématique qui est bel et bien correct. Mais que signifie-t-il pour... Qu'est-ce que ça signifie que 2 trous noirs puissent être différents? Et cela nous ramène au principe d'équivalence d'Einstein. La base sur laquelle Einstein a reposé la théorie de la relativité générale, c'est le principe d'équivalence. Or, ce principe d'équivalence dit qu'il ne doit pas y avoir de différence détectable entre le fait de se trouver dans un ascenseur qui circule dans un champ gravitationnel tel que la Terre, où on ne ressent pas de force gravitationnelle, ou que de se retrouver dans un ascenseur inertiel dans l'espace extra-atmosphérique. Très difficile, très subtil à déterminer sur le plan mathématique. Il se trouve que lorsque l'espace-temps a des bords, comme les bords de l'infinité ou les bords des trous noirs, il y a des subtilités qu'il faut maîtriser pour résoudre l'équation. Et nous en avons trouvé une et nous avons montré qu'en fait, il n'est pas vrai de dire que tous les trous noirs sont équivalents. Ils ont bel et bien des structures particulières à leur horizon et ces structures que nous avons découvertes d'une façon tout à fait différente est très semblable à la structure qui était rencontrée dans la théorie des cordes. Et dans l'article qui vient d'être publié ou soumis il y a 3 semaines, nous avons montré des preuves de cette symétrie conformelle dans tous les trous noirs. Nous n'avons pas encore la preuve que cela fonctionne ainsi, mais nous montrons plutôt optimistes et, comme le disait Stephen, regardez ce qui va suivre, il y a des choses fort intéressantes qui s'annoncent. Alors, faire une présentation en public comme ce soir, c'est un petit peu comme si vous aviez découvert le Grand Canyon et vous regardez, c'est magnifique. Et vous n'avez pas d'appareil photo et vous rentrez chez vous et quelqu'un vous dit « mais c'était comment ?» Explique-moi, dis-moi. C'est très difficile à décrire, de dire des mots qui expliquent ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Et ce qui est extraordinaire, pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, le tout est dans l'équation. Pour nous, ce qui nous passionne, c'est l'équation, les équations et les façons dont elles correspondent de façon très délicate. Alors, je vous ai donné l'impression que c'est quelque chose de très simple, qu'on explique avec des chiffres, mais il y a en fait des formules mathématiques qui sous-tendent tous ces calculs. Et c'est cela qui nous intéresse, qui nous passionne. Donc, en conclusion,
On ne sait pas ce que cela va donner. La théorie des cordes nous paraît intéressante. On ne sait pas quel est le rapport. Les trous noirs existent, visiblement. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire encore et on ne sait pas ce qui nous attend à l'horizon. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. So, thank you very much, Andrew, for this fascinating voyage. Merci beaucoup. Alors, la discussion va suivre. Avant d'inviter la deuxième personne à nous retrouver sur scène, rappelez-vous que vous pouvez poser vos questions en français et en anglais. Et vous pouvez poser ces questions en direct. Il y a des hôtesses avec des microphones et si vous n'arrivez pas à attirer l'attention de l'une ou l'autre des hôtesses, vous pouvez poser vos questions par Twitter et ces questions seront répétées sur la scène. Et nous avons donc avec nous Gabriela Gonzalez qui va se joindre à nous sur scène pour participer à cette discussion générale. Ok, Gabriela. Gabriela, donc vous avez fait partie de ce groupe immense qui a découvert en 2015 les premières preuves selon lesquelles les ondes gravitationnelles existaient bel et bien. Avec cette fusion des deux trous noirs, et cette fusion a suscité ces mouvements sur l'espace-temps. C'est comme ça qu'on les décrit. Alors, par rapport à ce que fait Andrew, vous faites quoi par rapport à lui? Vous, bien sûr, absolument. Il nous faut avoir des prédictions, bien entendu, mais ces structures, connaître les structures des trous noirs, et les bords des trous noirs ou les horizons des trous noirs, cela peut-être influencer les formes des ondes gravitationnelles, les propriétés du trou noir final. Tout cela doit être étudié. Les effets sont très subtils. Les trous noirs que nous observons ne sont pas si grands que cela. On dit qu'elles sont grands, mais ce ne sont pas aussi grands qu'on pourrait le penser. Mais finalement, c'est ça la science, d'avoir des théories très passionnantes qui nous permettent de faire des prédictions qui sont magnifiques et puis ensuite de faire des expériences, des observations pour tester ces théories. Andrew, vous avez évoqué cet article que vous avez publié il y a 2 semaines avec feu Stephen Hawking et New York Times a dit très clairement qu'on entendait la voix de Stephen Hawking du fond de sa tombe grâce à cet article. Alors, il dirait quoi ce soir si on lui demandait quelle était l'importance de cet article? Vous l'avez tellement bien connu, vous lui avez parlé tellement de fois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus que ce qui est dans l'article, tout ce qui est physique dans l'article? Ah, voilà. Stephen faisait tout à 100%. Ou à 150%, c'est un enthousiasme, il faisait jamais les choses à moitié et il pensait qu'on avait résolu le problème et que, en fait, avec un peu de temps, on allait tout pouvoir expliquer et évidemment, ça le remplissait d'aise. Et quand on a commencé à évoquer les idées, les pistes, de l'éventuelle solution à tous ces problèmes. On passait la nuit à réfléchir et ces infirmiers nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant passionné depuis 40 ans.
Et c'était très émouvant, évidemment. C'était très émouvant. Ces derniers mois de sa vie, il était très malade, il souffrait beaucoup. Mais rien ne l'animait davantage que de parler de la physique. Et sa dernière lettre, sa dernière correspondance, à ses funérailles, eh bien, nous avons eu un entretien téléphonique. À l'époque, il ne pouvait même plus utiliser son écran, sa tablette. Et il n'avait plus les forces pour ce faire. C'était 3-4 jours avant sa mort. Et ses infirmiers nous ont dit qu'il ne cessait de sourire en ayant entendu les progrès qu'on lui avait relatés et que c'était la dernière expression qu'il avait sur son visage. Et vous, cet article, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le premier pas vers la preuve ultime, ce lien entre ces deux grands champs de la physique, ce mariage. Et vous savez, les physiciens ont différentes personnalités, c'est des caractères très différents. Et pour moi, c'est un petit peu comme parier à Vegas, à Las Vegas. On ne peut pas trop s'exciter quand vous avez beaucoup de jetons devant vous, quand vous en avez très peu. Il faut rester calme. Il ne faut pas s'emballer. Donc, très souvent, j'ai été emballée par des idées qui n'ont rien donné. Et puis, quelquefois, je n'étais pas du tout intéressée par des idées qui ont été beaucoup plus porteuses. Et Marco, je pense, serait certainement d'accord avec moi si une idée sur 10 est bonne en tant que théoricien, c'est une sacrée réussite. Donc, vous devez vous protéger un petit peu, de ne pas trop s'emballer. Donc, j'attends de voir. Stephen, lui, avait dépassé ce stade. Moi, j'attends encore pour voir. Je crois que nous avons réalisé des progrès au cours des dernières décennies. Ça, j'en suis plus ou moins certain. Mais cette toute petite dernière partie, ce qu'on a concocté, Malcolm, Stephen et moi-même, est-ce que c'est cela qui va nous permettre de tout comprendre? Est-ce que cela représente un sacré morceau ou un tout petit morceau? Pour ma part, je ne vais pas trop m'avancer. J'imagine que vous avez connu cette même sensation à LIGO. Effectivement, un pas après l'autre. On ne s'est jamais trop passionné, mais on avait toujours l'intention d'arriver à notre objectif. Et j'en avais discuté avec Ray Weiss. Et il m'a dit, non, mais c'est pas comme cela que ça se passe. En fait, il s'agit de voir si le détecteur fonctionne ou pas. Finalement, c'est cela qui m'intéresse. Alors, s'il y a des souris dedans, il faut faire évacuer les souris. Puis tout à coup, on lui a décerné le prix Nobel. Bon, il a réussi à faire sortir les souris et voilà, on lui a décerné le prix Nobel. Oui, ils étaient dans les tubes à vide, ça nous a vraiment perturbé nos expériences. Vous avez évoqué souvent des trous noirs, nos trous noirs au cœur de la galaxie. Vous avez parlé de l'événement Horizon, mais vous n'avez pas parlé de l'expérience de gravité au Chili l'été dernier, où on a découvert parmi bien des choses que des choses autour de nos trous noirs sont en train de tourner à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Donc ça pourrait être une preuve comme quoi il y a des trous noirs. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat du point de vue gravité? Qu'est-ce que cela vous dit? Écoutez, on essaye de relier les différentes pièces du puzzle, mais on n'y arrive pas chaque fois. Et on est heureux d'avoir trouvé ce lien, une espèce de lien entre les trous noirs qui tourneraient très rapidement et la façon dont le puzzle quantique des trous noirs peut être expliqué. Et on fait des prédictions, les théoriciens font des prédictions.
et 99%, 999 sur 1000 sont fausses. Je pense que notre article est meilleur que cela. Je ne vous donnerai pas des pourcentages, mais on n'est pas à 50-50, ça c'est certain. Et il y a des choses qu'on arrive à relier. Et en science, on essaye toujours d'avancer, de pousser pour aller de l'avant. Et en tout cas, avec ce dernier point chaud qu'on vient d'observer, c'est l'étoile Sagittaire A, contrairement à M87, où là on est en pourcentage d'une année-lumière, mais l'étoile Sagittaire A ne tourne pas aussi rapidement que cela et nous n'avons pas de prédiction en la matière. Donc, ce n'est pas fini, évidemment. J'aime bien lire des articles à ce sujet, mais enfin, il n'y a pas toujours de lien établi. Vous avez évoqué cette première image, mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on pourra imaginer quand on doit imaginer un trou noir? C'est un petit peu comme dans le film Interstellaire qu'on a vu il y a quelques années de cela. Ça ressemblera à quoi? Écoutez, je rencontre Shep Dohrmann 2-3 fois par semaine et ils nous disent pas ce qu'ils vont publier, mais ils espéraient, si tout se passait bien, ils espéraient 20 pixels, c'est-à-dire 20 chiffres, 4 x 5, 20 chiffres, il y aurait une flèche pour chaque chiffre. Alors ces flèches s'alignent sur les flèches de mon diagramme à moi. Vous imaginez ma joie. Donc, on va généraliser la discussion. Donc, levez la main pour poser des questions. Je vais commencer ici, au milieu. On vous amène le microphone. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. J'ai une question fort simple. La matière, l'énergie, comment est-ce qu'elle se plie, comment elle déforme l'espace-temps? Comment est-ce que la matière et l'énergie déforment, plient l'espace-temps? Comment ça se passe? Comment la matière déforme l'espace-temps? Bien. C'est ce qui est prédit par la théorie d'Einstein et c'est ce qui a été mesuré. Nos ondes gravitationnelles sont les plus petites distorsions. Il y a eu des plus grandes distorsions de l'espace-temps. Le mouvement de la Terre, du Soleil, tout cela s'est expliqué par la courbure de l'espace-temps, c'est expliqué par Newton, mais il y a bien d'autres prédictions de la théorie d'Einstein sur la relativité portant sur la courbure de l'espace-temps. La première qui a été prouvée, la lumière est déformée en se rapprochant du Soleil, ça a été démontré bien des fois depuis 1919, puisque les instruments et les mesures sont devenus plus raffinés. Donc, bon, il faut résoudre des équations et la matière déforme l'espace-temps, mais je peux vous assurer que c'est vraiment le cas. Or anybody else explain why matter energy curve or bends of the space-time? Okay, you just hand it to me for a second. You have one. That's a question for philosophers. Ça, c'est une question pour les philosophes. Physicists answer. Les physiciens répondent à la question du quoi. Le pourquoi, c'est pour les philosophes. Et après, chez vous. Et après, on vient là.
Yes, I had a question. J'ai une question. J'ai lu que Stephen Hawking, l'un de ses derniers articles, je ne sais pas si c'est l'article sur lequel vous planchez au mois de mai, avait affirmé dans cet article qu'il y avait un multivers, qu'il y avait des univers parallèles et qu'en utilisant la théorie quantique, il pouvait dire, non pas que c'était légitime ou non de le penser, mais en raison de la théorie quantique, que le début de l'univers serait il y a 13,7 milliards d'années. Donc l'idée de la possibilité de ces univers multiples sont ainsi expliquées. Et donc l'une de ces conclusions, c'est qu'il y a des univers parallèles et en utilisant la théorie quantique, il a pu calculer qu'il n'y avait pas un nombre illimité de ces univers parallèles. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit dans cet article, qu'il a écrit dans cet article? C'est vrai que Hawking aimait bien cette idée des multivers. Moi, ça me chante moins. Tous les physiciens ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a très peu, en fait, de physiciens qui pensent qu'il y a de multivers, mais on ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas cette idée, parce qu'on ne le sait pas. Mais s'il y a d'autres univers, en tout cas, on ne les voit pas. Donc, en tout cas, cet article contenait un certain nombre d'hypothèses et je ne pense pas que Stephen Hawking, s'il était en vie, affirmerait ce genre de choses. Il faisait état d'un certain nombre d'hypothèses. Mais vous avez évoqué la théorie des cordes. L'existence des multivers, elle n'est pas démontrée par la théorie des cordes, oui, possible, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Et la théorie des cordes n'a pas grand-chose à dire sur l'existence ou non des multivers. Thank you. Please, I would like to know if there is an alternative. Je souhaiterais savoir s'il y a une théorie de rechange qui expliquerait que quelque chose peut se déplacer plus rapidement que la lumière. Parce qu'on parle toujours de cette limite, la vitesse de la lumière, mais est-ce qu'il y a d'autres théories qui nous feraient penser qu'il y a quelque chose qui soit plus rapide que la lumière? Est-ce que cela existe? Il y a beaucoup de théories dans la nature. Alors, est-ce qu'il y a une théorie qui part du principe qu'il y a des vélocités supérieures à celles de la lumière? J'imagine que c'est le cas. Mais est-ce que de ces théories découlent des prédictions qui peuvent être démontrées? Ça, je ne pense pas qu'il y en ait. Moi, je fais des expériences, je m'intéresse aux observations. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les prédictions des théories. La vélocité maximale est celle de la lumière. Ce n'est pas simplement une hypothèse dans la relativité générale, mais aussi dans la théorie de la relativité spécifique, qui est plus utilisée, plus démontrée, plus acceptée, également dans la physique des particules. J'ai une autre question pour vous, Andrew. Vous avez dit dans votre article, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris. Tout à la fin, en guise de conclusion, vous nous dites que c'est une preuve supplémentaire et que ce seront les générations montantes qui devront aller au-delà de ces découvertes et en faire davantage. Non, écoutez, j'ai pas dit mon dernier mot, hein. La génération montante, c'est bien joli, mais je suis pas un vieillard complètement gaga. Donc, j'ai encore le temps de m'intéresser à la question. Oui, mais on peut s'attendre à ce que cela dure très longtemps. Mais j'ai dit que c'était pour l'avenir qu'on allait en fait régler ce problème, mais je n'ai pas donné de calendrier. L'avenir commence demain.
On ne sait jamais combien de temps ça va durer, ce genre de choses. Et même LIGO, ils ne savaient pas ce qui existait quand ils se sont lancés. Et alors, ils ont peut-être attendu 1 année, 2 années, 5 années. Ils ont attendu un LIGO avancé. Ça aurait pu durer des décennies avant de faire les observations qu'ils ont faites. Mais maintenant, ces observations ont été faites et il s'agit d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter en chemin. Donc, du point de vue théorique, du point de vue expérimental, on ne sait pas la vitesse à laquelle les choses vont progresser. Mais enfin, ce problème de lier la gravité et la mécanique quantique, c'est un problème de proportion historique énorme. Et donc, je suis agacée que les gens qui vous financent vous demandent « Mais vous allez résoudre le problème dans les 3 années à venir. Sinon, je ne vous finance pas. » Alors, peut-être ça prendra plus longtemps, mais on ne sait pas. Peut-être ça peut être résolu demain. Et LIGO, la course a commencé en 1967. C'était il y a 50 ans que l'aventure a commencé. Et le fait de comprendre un trou noir, en fait, on a compris ça là à 60 ans. Et maintenant, on en est à la partie quantique. Et ça fait 40, 50 ans. Donc ces problèmes, effectivement, il faut du temps pour les résoudre, mais quelquefois, on arrive à réaliser des programmes en très peu de temps. Gabriela, vous avez testé l'appareil quand vous avez trouvé les ondes. Est-ce que vous vous attendiez à travailler dessus pendant des décennies? Écoutez, on avait des prédictions quant à la fréquence de possibilité de détecter les fusions des étoiles neutrons parce qu'il y avait plusieurs systèmes d'étoiles neutrons binaires qu'on connaissait dans la galaxie. Donc, on pouvait faire des extrapolations et il n'y avait qu'une erreur d'un ordre de magnitude dans ces prédictions. Donc, on savait quand même assez précisément, dans quelques années, quand on aurait les détecteurs avec la sensibilité requise, qu'on avait quand même de grandes possibilités, de grandes chances de les détecter. Mais l'univers s'est avéré être rempli, plein de trous noirs. Oui, oui, je peux vous le confirmer. On a fait une émission télévisée avec Gabriela 6 mois avant la découverte et je peux confirmer l'optimisme qu'elle manifestait à l'époque et je crois que ça a été encore plus rapide que vous ne le pensiez. Une question sur Twitter. So I don't know if it's a philosophical. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une question philosophique. Ce n'est pas une question du comment, mais une question sur le quoi. Alors, l'équation, vous dites qu'elle est très belle. Elle est belle parce qu'elle est simple, en raison du nombre des dérivés. Quel est ce qui rend une équation belle? Eh bien, c'est un petit peu comment demander ce qui fait que vous trouviez une toile belle. Je ne peux pas l'exprimer autrement, c'est très subjectif. On la trouve belle ou pas, la peinture, le tableau. Il y a une question sur Twitter. Alors, ce que vous avez réalisé comme découverte dernièrement, est-ce que cela a trait à la réversibilité du temps et comment la réversibilité du temps? Est-ce que vous parlez d'entropie? La réversibilité du temps. Alors c'est vrai qu'on arrive à comprendre un peu cela en physique. On arrive à comprendre pourquoi l'entropie augmente, la deuxième loi de la thermodynamique. Mais j'ai l'impression que cela reste un mystère entier. En tout cas, en ce qui me concerne, et l'une des choses que nous ne comprenons pas, et cela figurait sur mon deuxième transparent. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un Big Bang? Pourquoi? Alors, non, je ne me lance pas dans un cours de philosophie, même si je pose la question du pourquoi. Mais les trous noirs, en tout cas,
sont des complices, participent à ce phénomène, à rendre la chose compliquée, cette réversibilité du temps à comprendre, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui vous feraient tomber dans ces trous noirs. Et ce que vous avez vu dans les films, contrairement à ce que c'était montré dans ces films, on ne peut pas ressortir des trous noirs. Donc il n'y a pas de trous noirs dans le passé, ce sont des trous noirs à l'avenir. Ils sont formés lorsque les étoiles s'effondrent, donc ils seront là à la fin de l'univers, à moins qu'ils se soient évaporés. Mais ils n'est pas là au début de l'univers, et ça, on n'arrive tout simplement pas à le comprendre. Et je crois que on n'a pas fait la lumière là-dessus. Mais une fois qu'on aura franchi cette étape, je pense que ce sera une question qui sera davantage d'actualité que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ce soit trop éloigné que l'on se pose ce genre de questions. J'ai encore une question. On a beaucoup parlé avec Thibaut Damour, qui a fait cette conférence lundi soir. Un jour, il m'a dit « Les théories les plus avancées, comme la théorie des cordes, sont peut-être trop compliquées pour l'esprit pour qu'il puisse les comprendre. » Alors peut-être que l'intelligence de l'homme sera dépassée et ne sera peut-être pas à même de comprendre les problèmes auxquels vous devez faire face, ou parce qu'on parle tellement d'intelligence artificielle, peut-être qu'on aura besoin de quelque chose pour nous aider, pour résoudre vos problèmes. Tout est possible. Évidemment, je m'appuie sur l'hypothèse que l'intelligence humaine suffira pour comprendre tous ces problèmes. Je crois que nous avons besoin d'aide et nous utilisons déjà, nous savons comment écrire les équations d'Einstein, nous savons comment calculer avec du papier et un stylo un certain nombre de solutions, mais pour réaliser des solutions plus complexes ou même des solutions de problèmes tels que la collision des trous noirs, il faut des ordinateurs. L'intelligence humaine est donc étendue grâce aux outils que l'intelligence humaine elle-même a créés. Nous étendons donc notre intelligence par ce biais. Est-ce que cela présente une limite? Ça, c'est une question philosophique. Une toute dernière question maintenant. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Oui. My question. Une question en français. Étant donné que les trous noirs ont des tailles différentes et des masses différentes, je suppose qu'ils peuvent aussi avoir des densités différentes. Est-ce que ça veut dire aussi que chaque trou noir a sa propre structure et que chaque trou noir sera différent d'un autre trou noir? Oui, j'ai compris la question. C'est justement l'une des particularités des trous noirs. On croyait, et on continue à croire, de façon un petit peu plus subtile, que lorsqu'un trou noir se forme, qu'il s'agisse de planètes, d'étoiles, le théorème de l'absence de cheveux, la déclaration de John Wheels selon laquelle les trous noirs n'ont pas de cheveux, implique qu'un trou noir se caractérise uniquement par sa taille totale. Ceci a été magnifiquement illustré par les graphiques que Gabriel a montrés. Les trous noirs se forment de façon extrêmement complexe, mais tout d'un coup, en une fraction de seconde, ça se transforme en quelque chose de rond, simple. Il y a toutes sortes de caractéristiques avant le mouvement, la courbure de l'espace-temps, etc. Mais une fois que le trou noir est formé,
et prend sa forme ronde, toutes les régularités sont dissipées à l'infini. On pensait donc que les trous noirs n'étaient rien d'autre que ceux qu'elle avait montrés, et donc qu'ils ne tournaient pas très vite. Quelques 7/10 de la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, cette rotation, vous avez pu la voir dans le film qui a été projeté par Gabriela, cette rotation sur place. Mais on pensait que dans une fraction de seconde extraordinairement petite, quelle que soit la manière dont le trou noir se formait, il se transformait en un objet unique, sans cheveux, comme on dit. Or, ce que nous avons appris ces dernières années, c'est qu'il y a une subtilité à appliquer dans la manière dont on décrit le lien entre le bord du trou noir et le reste de l'espace-temps. C'est là que les informations sur ce qui s'est retrouvé à l'intérieur du trou noir se situent. Je crois que le moment est venu de conclure. Comme d'habitude, je vais terminer sur une citation, et évidemment d'Einstein ce soir, mais en prenant un peu le contre-pied de ce qui a été dit. Einstein a dit « Il serait possible de décrire tout scientifiquement, mais ça n'aurait aucun sens. Ce serait dépourvu de sens, comme si on découvrait ou décrivait une symphonie de Beethoven comme une variation de température sans pression. » Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Il y a beaucoup plus de choses dans le monde que ce que nous faisons nous. Gabriela. Moi, j'adore les explications. J'adore toutes les explications. Je recherche une explication à tout. Et donc, je n'aime pas beaucoup cette citation-là. Il y a beaucoup de choses que j'aime à Einstein, mais pas cette citation. Eh bien, merci infiniment à nos orateurs de ce soir. And please, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore 2 minutes d'attention. Je repasse maintenant brièvement la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright. Merci à vous tous d'être encore ici. Merci pour votre attention pendant cette semaine, et vous en avez fait le succès. Mais j'aimerais aussi et beaucoup et surtout remercier tous nos orateurs, ceux qui nous ont permis de nous enrichir d'un bon bout de connaissances pendant cette semaine. J'aimerais remercier tous mes collègues de Genève et de Berne qui les ont présentés et qui ont fait le lien entre le travail qui se fait ici et le travail qui se fait chez eux. Et c'est un lien que je considère comme étant particulièrement important. Merci à Olivier pour avoir animé ces soirées avec punch et succès. Merci à tous ceux qui ont travaillé au Sciencescope, à ces expériences que vous avez vues dehors et qui ont visualisé un certain nombre d'effets, biologiques aussi, de la gravitation. Merci aux traducteurs qui ont été une immense aide au fil de cette semaine pour beaucoup d'entre nous. Merci au personnel de sécurité et au personnel qui s'est occupé de la salle et qui ont passé les micros au fil de cette semaine. C'est aussi important pour nous d'avoir un système qui fonctionne avec un minimum d'ordre. L'entropie ne peut être infinie dans une salle de cette nature. Merci aux techniciens qui ont travaillé sur les lumières, aux techniciens qui travaillent sur la toile, aux techniciens qui nous ont permis d'avoir les questions par Twitter et aux techniciens qui permettent la retransmission de tout ça. Et puis enfin, merci beaucoup à Fanon Sisban et à Ascension Lozano qui ont servi de chef d'orchestre à l'ensemble de l'organisation de cette semaine et qui ont fait un travail absolument remarquable sans jamais générer d'étincelles ou de bagarres, ce que je trouve
particulièrement remarquable aussi. Ça fait beaucoup de monde et ça marque l'ampleur d'une organisation comme celle-là. Et je suis très très heureux qu'à Genève, on puisse en fait mettre sur pied des organisations de ce genre pour partager avec vous les résultats de la science moderne. Bonne fin de semaine, bon week-end et à dans 2 ans.